Ok, alors, on a vu les régimes sinusoïdaux ce matin, enfin dans un cas particulier pour le circuit RLC. On l'a traité avec les équations différentielles de façon complètement générale. Ça s'applique à tous les oscillateurs, qu'ils soient électriques, mécaniques, ce qu'on veut. Il y a une façon de traiter ces problèmes d'oscillation en passant en ce qu'on appelle la représentation complexe, qui est extrêmement pratique. Mais d'abord un mot général sur les régimes variables. Régime variable, ça veut dire que donc c'est pas indépendant du temps, ça varie et en général, on s'intéresse particulièrement, alors mis à part pour le régime transitoire, qui est le passage d'un état permanent à un autre état permanent, on s'intéresse aux états périodiques, c'est-à-dire qu'ils présentent une période, puis ça se répète, puis ça se répète. Alors, ce qu'on a vu ce matin, et ce qu'on va continuer à voir, ce sont parmi les régimes périodiques, les régimes sinusoïdaux. Mais évidemment, on peut imaginer tout un tas de régimes périodiques qui ne soient pas sinusoïdaux. Par exemple, si la source de tension en fonction du temps, source de tension ou de courant, enfin, ce par quoi on excite un système, ça peut être périodique avec une forme d'Harvey. Simplement, il faut que ça se répète. Et puis voilà, c'est périodique avec une certaine période T qui est le temps dans lequel ça se répète. Alors, vous devez connaître le théorème de Fourier. Je pense que ça vous parle à tous, théorème de Fourier, qui est une découverte vraiment très très puissante et très profonde en mathématiques, avec des répercussions énormes dans toute la physique. Théorème de Fourier, qui nous dit que, alors dans sa version périodique, qui nous dit que toute fonction périodique peut être décomposée comme la somme de fonctions sinusoïdale, qu'on appelle une série de Fourier. F de t, donc si f de t est périodique de période grand T, je vais définir la pulsation comme étant 2π sur T, d'accord? À sa périodique de période grand T, ça veut simplement dire que f de t plus un nombre entier de fois t, c'est pareil que f de t, quel que soit t. Quel que soit t et quel que soit n entier. Hein. Donc une fonction périodique comme ceci peut toujours se décomposer comme une somme de fonctions sinusoïdales de pulsation oméga et toutes ces harmoniques. C'est-à-dire qu'on va avoir somme de, je vais écrire AN, sinus oméga t. Alors il peut y avoir une phase, si jamais on ne met pas l'instant 0, oui, ça peut se récupérer. Donc laissons juste ça peut se récupérer dans les coefficients s'il faut. Oui, enfin non, là clairement, f de 0 égale 0. Donc ça peut être, il peut y avoir un plus phi si on veut changer l'origine des temps. Et il peut y avoir un terme constant. Bah oui, remarquez pour an égale 0, si ça va marcher, donc non, même pas, on peut le récupérer. Alors, de sinus oméga nt, de n égale 0 à l'infini, n nombre entier, où oméga n, c'est n fois oméga. On va peut-être écrire comme ça. Sinus de n oméga. Voilà. C'est plus simple comme ça. N oméga t. Voilà. Donc vous avez une fonction sinusoïdale à la fréquence oméga, puis fréquence 2 oméga, 3 oméga, 4 oméga, on appelle ça des harmoniques. Et oméga, c'est la fréquence fondamentale, c'est la fréquence qui correspond à la période, je pourrais l'appeler oméga 0, à la période de la fonction. Voilà, donc ça c'est absolument fondamental. Toute fonction périodique de période grand T ou de pulsation principale oméga peut s'écrire comme une superposition d'ondes comme ceci. Par conséquent, en vertu par ailleurs du principe de superposition qui est que si on a deux sources
la réponse du système, c'est la somme de la réponse à chacune des sources individuelles. Si on a n sources, c'est pareil, c'est la somme des réponses individuelles. Donc si on connaît la réponse du système à une source sinusoïdale, ben en fait, on peut en déduire la réponse du système à toute excitation périodique. Puisque une excitation périodique, ce n'est rien d'autre que la somme d'excitations sinusoïdales. Donc ce matin, on a étudié la réponse d'un circuit à un forçage avec une fréquence, avec une pulsation oméga, et on a vu ça en fonction de oméga. Donc on sait déterminer la réponse du système à toute excitation sinusoïdale, et donc on sait, en fait, sans aucun travail de plus, on sait déterminer la réponse du système à n'importe quelle oscillation périodique. Alors après, il y a un théorème de Fourier plus large encore qui dit que même si la fonction n'est pas périodique, si vous excitez un système avec une fonction quelconque, voilà, c'est bien qu'elle finisse à 0 par exemple, mais enfin oui, il y a quelques conditions mathématiques. Vous excitez un système avec n'importe quelle fonction, vous pouvez le décomposer comme alors c'est plus, ça s'appelle une série de Fourier. Alors c'est plus une série de Fourier, c'est une transformée de Fourier. Vous pouvez écrire que f de t, en fait, c'est plus une somme discrète à partir de, sur les multiples de la pulsation propre, c'est une somme continue, donc une intégrale, sur toutes les pulsations possibles alors, je appelle ça f tilde, par exemple, oméga, e puissance i oméga t d oméga, puis là il y a un facteur de normalisation, par exemple 1 sur racine de 2pi, ça dépend un peu des définitions. Enfin, peu importe. Le principe, c'est que vous voyez que votre fonction du temps, c'est une somme, alors continue et plus discrète, parce que votre fonction n'est pas périodique, sur des sinusoïdes ou des cosinusoïdes, enfin sur une fonction oscillante. Alors, elle est complexe ici, hein, mais évidemment, si ça, c'est réel, vous aurez un terme en... Ah pardon, c'est de moins l'infini à plus l'infini, excusez-moi. Vous aurez un terme en plus i oméga qui va aller avec un terme en moins i oméga, qui va faire sortir des sinus et des cosinus. Tout ça ne sera pas complexe, bien sûr. Mais enfin, donc voilà. Vous avez ici des termes oscillants, donc c'est bien une somme de sinusoïdes. C'est la généralisation de ça, si vous voulez, pour n'importe quelle fonction. Mais on va s'en tenir à la série de Fourier, et surtout, une fois qu'on a dit ça, ben on ne va plus jamais se préoccuper d'autre chose que de fonctions sinusoïdales. Si on sait traiter le cas sinusoïdal, en fait, on sait traiter tous les cas simplement par superposition. D'accord? Donc, j'en dis pas plus. Vous connaissez ça, hein, Fourier? Ouais. Alors, quand on a un système oscillant avec une équation différentielle du type, donc je la rappelle, celle qu'on avait ce matin, on l'avait mise sous forme normalisée comme ceci, là, plus oméga 0 carré x égale une certaine source. Ça peut dépendre du temps. Alors, ma source maintenant sera sinusoïdale. En fait, on a vu donc que si ça, c'est en fait, donc, je sais pas, on avait dit x0, x0 cos oméga t. On va rajouter plus 8. On a vu que toutes les grandeurs dans le circuit oscillent à la pulsation oméga, que ce soit la tension, le courant, la charge, tout ce qu'on veut, tout aussi la fréquence oméga, c'est obligé, avec une amplitude qui dépend de la fréquence. Le point, c'est que à partir du moment où tout oscille à la pulsation oméga, on peut faire sortir une représentation complexe et exprimer toutes les fonctions à partir de cette exponentielle complexe en disant, simplement en faisant la remarque que cette source-là, x0 cos oméga t, c'est la partie réelle du nombre complexe x0 e puissance i oméga t. Alors souvent on met j quand on fait de l'électricité pour ne pas confondre i avec le courant, mais enfin, donc je vais le noter j peut-être à partir de maintenant. C'est ce qu'on fait toujours dans les exos électrocinétiques. Donc j c'est le nombre tel que j carré égale moins 1, hein, c'est le nombre qu'on
complexe unité. Ceci n'est pas faux, c'est juste une remarque que effectivement, dans la mesure où E puissance, E puissance j oméga t, vous vous souvenez, c'est cos oméga t plus i fois sinus oméga t. E puissance i θ, c'est cos θ plus i sinus θ. Donc, et ça, c'est la partie réelle, et ça, c'est la partie imaginaire. Par définition, cette partie réelle, partie imaginaire pour les nombres complexes. Vous connaissez tous cette représentation-là. Donc oui, ça, c'est effectivement la partie réelle de ça, soit. Mais, comme vous avez ici une équation qui est linéaire, et oui, la partie réelle de cette somme-là, c'est la somme des parties réelles. La partie réelle d'un nombre complexe Z1 plus Z2 plus Z3, c'est la partie réelle de Z1 plus la partie réelle de Z2, etc. La partie réelle de Z3. D'accord ? Allez. Et la dérivée, la partie réelle de la dérivée d'un nombre, c'est la dérivée de sa partie réelle. D sur dt voilà, ça fait la partie réelle de la dérivée de z de t sur dt. Où z est un complexe, un nombre complexe. Pourquoi? Parce que voilà, si vous dérivez le nombre, ici, si je prends un nombre avec une certaine amplitude A, voilà, si je dérive ce nombre-là, bah, je vais avoir la dérivée de ça, plus I fois la dérivée de ça, et donc effectivement la partie réelle, la dérivée elle-même ne fait pas apparaître, là-dedans ne fait pas apparaître un I, quoi, enfin un J maintenant. Donc ceci est vrai. Par conséquent, cette équation, qui est la vraie équation qui porte sur la vraie grandeur physique X, je peux aussi l'écrire en termes d'une fausse grandeur, que je vais noter X avec une barre en dessous. En général, on fait ça. Ça vous va? Ou sinon au-dessus? Au-dessus, préféré? C'est un petit peu délicat à mettre au-dessus. Vous avez l'habitude de la mettre au-dessus? Ouais, mais c'est pas... Ouais? Bon. Ça change rien. Ok. Ça me gêne un peu parce que normalement, quand on met la barre au-dessus, c'est le complexe conjugué. Enfin, des fois, on met une étoile. Complexe. Non, mais si vous voulez mettre en dessous, vous mettez en dessous. Hein. Non, mais c'est bon, allez. Ouais. Je crois que c'est un peu moins risqué parce que des fois, on met la barre au-dessus pour le complexe conjugué. Et donc, c'est quoi la barre en dessous? Donc ça, alors voilà, je vais vous donner la définition. Donc on note x bar de t comme ça. C'est en fait, c'est la variable associée à x. Alors c'est le nombre complexe tel que x de t, c'est la partie réelle de ce truc-là. Donc en fait, le voilà. Ça va être x0 bar si vous voulez. Vous faites sortir. Ça va devenir clair tout de suite. Vous savez déjà que tout ça, ça va osciller avec un cos oméga t plus phi. Toutes les grandeurs, enfin la solution, on l'a vu ce matin explicitement, la solution d'équations comme ça qui sont excité ou forcé avec la pulsation oméga, ce sera un truc qui oscille à la pulsation oméga. Donc ce sera de la forme, la vraie grandeur x de t, quelle qu'elle soit, que ce soit l'intention, l'intensité, la charge, ce qu'on veut, ou l'élongation d'un ressort, ou la vitesse du corps attaché au ressort, tout va osciller à la fréquence oméga, et donc ça va toujours être de la forme x0, alors c'est pas ce x0 là, une certaine amplitude, fois cos oméga t plus phi. Toutes les grandeurs du système vont être de cette forme-là. Eh bien ça, je peux l'écrire comme... Je peux associer à cette grandeur-là la grandeur, donc x bar de t, qui va être ce que je vais écrire
E puissance, pardon, A, l'amplitude, E puissance J oméga t plus phi. Je transforme tous les trucs de la forme A cos oméga t plus phi en A E puissance J oméga t plus phi. Et ça, si je le redéveloppe en partie réelle, partie imaginaire, ça fait bien A cos oméga t plus phi plus I ou J sin, enfin grand A toujours. Ici, A, je ne sais pas s'il faut le mettre en facteur, le A, allez ici. Sin oméga t plus phi. D'accord? Donc, à toute fonction x de t, j'associe une fonction complexe de cette façon-là. Je transforme le cos en E puissance j. Du coup, la vraie fonction physique de x, là, ça, c'est manifestement la partie réelle de la fonction complexe que j'ai introduite. Ok? Alors, pourquoi on fait ça? Ça va venir tout de suite, mais why not? C'est pas faux. Si j'associe à x ça, eh bien x ce sera juste la partie réelle de ça. Alors l'immense avantage de ça, c'est que d'un seul coup, toutes les équations différentielles deviennent des équations algébriques totalement triviales. Voilà, on va voir ça tout de suite. Ça a l'air de compliqué, hein, puisque en faisant cette grandeur-là, j'ai la grandeur qui m'intéresse, et j'ajoute quelque chose. Mais en fait, en faisant ça, on simplifie considérablement le problème. Pourquoi? Tout simplement parce que... Alors, je peux effacer... non, je ne vais pas effacer ça, je vais juste... je vais me mettre là. Parce que maintenant, si j'écris... parce que cette variable-là vérifie la même équation différentielle. D'accord? Oui, c'est pas totalement immédiat. Si on a ça qui est vrai, on a aussi... C'est vrai aussi si on change l'origine des temps, si on ajoute pi sur 2 par exemple ici. Si j'ajoute pi sur 2, ça va faire un sinus. Je vais juste décaler dans le temps, ça va pas me changer... ok, ça va changer le temps, mais ça ne va pas me changer cette partie de l'équation. La dérivée sera aussi décalée de pi sur 2 dans le temps, donc ça va juste, ça va tout décaler. Donc si cette fonction vérifie ça, alors cette fonction-là aussi, avec le sinus, va vérifier la même équation. En tout cas, en ce moment. Après, évidemment, les conditions initiales, ça dépend quel t on applique, mais l'équation différentielle sera vérifiée aussi par la partie imaginaire. Donc si elle est vérifiée par la partie réelle et par la partie imaginaire, elle est vérifiée par la somme des deux. D'accord? Tout simplement parce que c'est une équation différentielle linéaire. Si vous avez deux solutions, vous faites la somme des deux solutions et c'est encore solution. Donc, l'équation différentielle sur x se transforme en équation différentielle sur x bar, x complexe, elle s'écrit exactement de la même façon. Égale la partie imaginaire de ça, c'est-à-dire il y a celle-là avec le temps t, et puis l'autre décalée de pi sur 2, c'est-à-dire avec les sinus au lieu des cosinus. Je ne peux le faire évidemment que si ça c'est aussi de la forme sinusoïdale, mais c'est bien ça qui vous intéresse. Et donc ça, je vais l'appeler S bar de t. La source qui va être ici, en l'occurrence, x0 à puissance j oméga t. D'accord? C'est bon ça? Voilà. Alors maintenant, la clé du problème, enfin la clé du miracle est que si je calcule x point, donc j'ai x qui vaut a puissance j oméga t, hein, plus phi. Je vais écrire ici a puissance j oméga t plus phi. Je suis préféré a puissance j phi fois puissance j oméga t. Pareil. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc si je dérive ça maintenant, je trouve x point qui vaut
en dérivant, simplement, vous savez que l'exponentielle se dérive en elle-même. Hein, e puissance, donc ça c'est une constante. La dérivée de puissance j oméga t, c'est j oméga e puissance j oméga t. Donc x point, c'est j oméga fois la même chose. Bref, x point, c'est j oméga x. Avec des barres, j'ai oublié de mettre la barre à chaque fois. Voilà. Donc dériver la fonction, c'est juste multiplier par j oméga. Très simple. Et si je la dérive une fois de plus, x de point, bah, ça va être j oméga fois j oméga x point. Donc ça fait j oméga x point, c'est-à-dire moins oméga 2 x. Avec des barres à chaque fois. C'est la grandeur complexe. C'est pas mal. Donc une fois qu'on a... Alors il faut qu'on ait une oscillation avec une certaine pulsation, ça c'est sûr, pour que toutes les grandeurs vérifient ça. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, on peut passer en représentation complexe, c'est-à-dire remplacer la variable x par la variable x bar, qui est juste l'amplitude et l'exponentielle de j fois la phase. Et à ce moment-là, les dérivés s'obtiennent simplement en multipliant par j oméga. À chaque fois. Si on avait une dérivée de troisième, ça ferait moins j oméga cube, x, etc. Bon, et ben, du coup, l'équation différentielle, elle se résout de façon triviale, puisque c'est plus une équation différentielle. Donc, j de point, là, ça fait moins x de point, pardon. Ça, là, ça fait moins oméga 2 x, plus 2 alpha fois j oméga x, plus oméga 0 carré x, égale, donc x0 puissance j oméga t, s. Il faudra peut-être mieux de l'appeler S0, non, on aura trop tard. Je vais tout changer vos notations. Voilà. Et donc, on a x qui vaut, bah, il suffit de mettre là en facteur, hein, je vais le faire. Donc on a oméga 0 carré, moins oméga 2, plus 2 alpha j oméga. Ça qui vaut S. D'accord? Donc vous voyez que l'équation différentielle n'est plus une équation différentielle, il n'y a plus de dérivée ici, il y a directement x, et donc x égale S, la source, en représentation complexe, divisé par oméga 0 carré moins oméga 2. Et donc on a obtenu x. Alors vous me direz, on ne veut pas x, on veut pas x complexe, on veut le vrai x. Bah, le vrai x, c'est la partie réelle de ça, et donc c'est bon. Donc vous voyez que sans résoudre d'équation différentielle, on obtient directement, de façon algébrique, la représentation complexe de notre grandeur, de la grandeur à laquelle on s'intéresse, x, qui vaut ça. Alors, bien sûr, maintenant, si on veut faire de la physique, il faut prendre la partie réelle de ce truc-là. Soit. Mais vous voyez que ça, c'est effectivement quelque chose qui va osciller comme S, puisque là, ce S-là, c'est, j'avais appelé x0 puissance j oméga t. Et en dessous, j'ai donc, je l'ai réécrit, mais j'ai un nombre complexe par contre. Ce que j'aimerais maintenant, c'est mettre ça, pour trouver la partie réelle de ça, j'aimerais pouvoir mettre ça sous la forme d'une certaine amplitude.
fois E puissance J oméga t plus phi. J'aurai l'amplitude et j'aurai la phase. Alors, ce que vous voyez tout de suite, c'est que l'amplitude de cette solution, de la solution X, c'est en fait, si vous le regardez là, c'est le nombre A, et donc c'est le module de ce nombre-là. D'accord ? L'amplitude. Donc, première conclusion, X, la vraie grandeur, la partie réelle de ça, oscille à la pulsation oméga, ça on le savait déjà, on excite le système à la pulsation oméga, donc tout va osciller à la pulsation oméga, on le retrouve là, hein, c'est puissance j oméga t. Et avec l'amplitude, avec quelle amplitude? L'amplitude A, qui n'est rien d'autre que le module de x bar, de x complexe. Vous connaissez tous le module d'un nombre complexe. Hein? Par définition, c'est justement ce truc-là. Donc il oscille avec cette pulsation, avec cette amplitude, et avec un retard de phase phi. Phi qui est, alors ça s'appelle, c'est l'argument de ce nombre complexe. L'argument, ça vous parle? Module, argument? Non? Ça fait longtemps? Ok. De toute façon, ça, c'est pas grave. Alors, rappel sur les nombres complexes. Z, qu'on peut noter x plus y. Représentation un peu cartésienne, standard dans le plan complexe. Vous avez l'habitude. Ça, on peut toujours l'écrire aussi en coordonnées polaires, en quelque sorte, comme R puissance I θ. Hein, donc dans le plan complexe, vous avez X, vous avez Y, enfin vous avez l'axe réel, on va dire ça comme ça, l'axe imaginaire, c'est un aparté là, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas bien. Donc un nombre Z peut être représenté dans le plan complexe, on appelle ça le plan complexe, avec sur l'axe réel la partie réelle, le X, et sur l'axe imaginaire, la partie imaginaire Y. X égale partie réelle de Z, par définition. On appelle la partie réelle, et Y, la partie imaginaire de Z. Mais ce même point dans le plan complexe, on peut le représenter en coordonnées polaires, en quelque sorte, avec la distance au nombre 0, et l'angle entre l'axe OZ et l'axe réel, θ. Si on fait ça, on voit qu'on a x qui vaut, j'espère que vous n'avez pas oublié toute la mécanique, x c'est R cos θ, enfin là c'est vraiment de la... Oui, c'est la trigonométrie de base, y égale R sin θ. Hein. Et par conséquent, si j'écris que z égale x plus y, je peux écrire que z, c'est R facteur de cos θ plus i sin θ. Et ça, c'est ce qu'on note de puissance i θ. Donc effectivement, z, je peux aussi l'écrire R de puissance i θ. Alors, on appelle R le module de z, et on note comme ceci, 2 barres, comme la valeur absolue, c'est la distance au centre. Et θ, on appelle ça l'argument de z. Et on note θ égale arg de z. Alors il y a une toute petite difficulté qui est que l'argument est défini à 2π près. Si à θ vous ajoutez 2π, ou vous retirez 2π, ou vous ajoutez 22π, ça ne changera pas le nombre, hein, parce que ce sera le même nombre réel repéré par un θ. Donc peu importe, donc ça ne définit pas θ de façon unique, mais vous avez qu'à dire que en général on prend θ entre 0 et 2π par exemple, ou entre moins π et π, ça dépend ce qu'on veut faire, mais bon, peu importe, en tout cas il
il y a un θ défini à 2 pi près qui est associé à chaque nombre complexe. Donc ça s'appelle l'argument et ça s'appelle le module. Alors ici, vous voyez que vous avez donc la solution, c'est... Alors il y a bien sûr l'oscillation à j oméga qui est standard, enfin j oméga t qui est standard, et puis on a ça, voilà, ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc notre solution, c'est un certain nombre complexe fois l'oscillation standard en j oméga t, qui est l'oscillation de la source. On a mis une source en puissance j oméga t. Donc, ce nombre-là définit entièrement la réponse du système. On voit que ça oscille à la pulsation oméga. Ça a pour amplitude l'amplitude de ce nombre, c'est-à-dire le module de ce nombre, donc module de A. Oui, évidemment, module de E puissance I θ, ça vaut 1. Et la phase, c'est ce phi-là. C'est le phi tel que ce nombre-là est égal à E puissance j phi. Alors, comment on l'obtient? Ouais, si vous n'êtes pas très à l'aise, si je vous dis tout de suite que c'est moins arc tangente de 2 alpha oméga sur oméga 0 carré moins oméga 2, ça va pas vous... Non? Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, je vais continuer l'aparté, alors. Ça vous dit rien du tout, ça? Ok, donc je continue ici mon aparté sur les nombres complexes. Donc, si j'ai z qui vaut x plus y, que vaut le module de z? Ça vous parle, ça? Ah, voilà. Bon, et l'argument θ? La tangente θ, c'est y sur x. Donc effectivement, θ, c'est arc tangente de y sur x. D'accord? Alors maintenant, si j'ai z1 sur z2, le module de z1 sur z2, yes, voilà. Et l'argument de z1 sur z2, voilà. Ceci dit, ça c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Si Z1, il s'écrit R1 puissance Iθ1. Z2, il s'écrit R2 puissance... je mets I au lieu de J. Bon, je suis un peu trop matheux, pas assez physicien. Jθ2. Donc Z1 sur Z2, eh bien c'est R1 sur R2 puissance J, θ1 moins θ2, tout simplement. Ça se voit. Il suffit de faire ça sur ça, quoi. Donc vous voyez bien que le module de ça, c'est bien R1 sur R2, c'est-à-dire le module du premier divisé par le module du second. Et par contre, l'argument, qui est ce qu'il y a ici dans l'exponentiel complexe, eh bien c'est θ1 moins θ2, c'est-à-dire l'argument du premier moins l'argument du second. Yes? Ça revient bien. Donc ici, on a ce nombre complexe-là, on cherche son module, c'est l'amplitude, et son argument, sa phase, enfin son argument, ça va être le déphasage, le retard de phase. Hein, la source est en j oméga t, et notre grandeur x, elle est phi plus tard. C'est retard de phase. Alors, ce retard de phase peut être une avance si phi est négatif. Hein, mais... Alors que vaut phi? Ben, ça se lit ici, puisque vous avez le rapport de deux nombres complexes. Le premier il est réel, mais il est complexe quand même. Vous avez x0 sur ce nombre complexe-là. Et donc la phase de tout ça, l'argument de tout ça, c'est l'argument du premier, c'est-à-dire 0, moins l'argument du second. Et l'argument du second, c'est donc
donc moins l'argument du second, parce que 0 moins l'argument du second, c'est ça. Hein. L'argument du second, c'est celui dont la tangente vaut 2 alpha oméga sur ça. Donc c'est moins arc tangente de 2 alpha oméga sur oméga 0 carré moins oméga 2. Ou si vous voulez, tangente de phi, c'est moins ça. Yes? Vous voyez comment on a résolu le problème de l'oscillation forcée en passant par les complexes, sans avoir à résoudre d'équations différentielles, parce que une fois qu'on a écrit en représentation complexe, les dérivés, c'est juste des produits. Et donc, il n'y a plus qu'à résoudre. Alors, évidemment, on obtient une expression complexe. Et ce qu'on cherche, c'est la partie réelle de ce nombre complexe. Donc, on voit qu'il oscille à la pulsation oméga, qu'il a pour norme, donc pour amplitude d'oscillation, le module ici. Alors, qui vaut, tiens, je ne l'ai pas écrit ce module. Je vais l'écrire là. Je peux effacer ça maintenant, je pense. Le module, donc l'amplitude de l'oscillation, c'est, alors le module de ce nombre-là, ça fait x0 sur racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et ça, j'espère que ça vous rappelle quelque chose de ce matin, au moins. C'est exactement l'amplitude qu'on avait pour notre oscillation, bien évidemment. Et la phase aussi, hein, c'est la même. Vous pouvez regarder. On avait la tangente, je l'avais appelé θ, je crois, ce matin, au lieu de phi. Mais bon, tangente de θ, tangente de phi, c'était moins ça. OK? Donc c'est très pratique. Donc, je ne refais pas l'étude, mais évidemment, après, on peut continuer. Voilà, la réponse d'amplitude en fonction de oméga, enfin, c'est tout ce qu'on a fait ce matin, je ne vais pas le refaire. Donc, on pouvait court-circuiter la première partie du cours de ce matin, qui était la résolution de l'équation différentielle, en posant comme solution directement A cos oméga t plus phi, et en dérivant une fois pour avoir le sinus, une fois pour avoir le cos, et puis là, avec l'astuce de la trigonométrie, là, P cos de machin plus Q cos de truc, en transformant, etc. Tout ça, il n'y en a pas besoin. Donc, il n'y a pas besoin de résoudre l'équation différentielle parce que c'est directement transformé en équation algébrique. Par contre, il faut récupérer dans la solution finale la partie réelle et la phase. Enfin, le module et la phase. C'est bon? Pas de questions? Ok. Alors, on va faire des exos après avoir exprimé en représentation complexe le comportement des différents composants électroniques et électrocinétiques. Alors, donc, on va appeler ça impédance complexe. À partir du moment où on fait l'hypothèse qu'on est dans un régime sinusoïdal à la pulsation oméga, et je répète une fois de plus que ça, c'est en fait c'est un cas très particulier, mais qui suffit à traiter tous les cas généraux périodiques par superposition. Donc une fois qu'on a l'impédance complexe, quand on a un système qui oscille à la fréquence oméga, alors que se passe-t-il? Donc on va commencer par une résistance, on avait l'habitude. On a le courant I, alors je peux mettre A, B. Je peux mettre une barre sous I, si je me réfère à la grandeur complexe. Donc, si I, c'est en fait un certain I0 cos oméga t plus phi, ce que j'appelle I bar, ce n'est rien d'autre que I0 E puissance J phi fois E puissance J oméga t, c'est-à-dire E puissance J oméga t plus phi. Donc j'aurai toujours partout le E puissance J oméga t, et puis j'ai une amplitude et une phase par rapport à la référence E puissance J oméga t, qui est la source. Donc le courant peut être en déphasage ou pas par rapport à la source, mais ça a une certaine amplitude et une phase comme ça. Alors, que vaut la tension UAB? Alors ça on le sait déjà, UAB, bah, évidemment c'est RIAB, ce I là c'était IAB en fait. Hein. Bon, non, je ne mets pas des AB
I et ce A. Donc U, c'est RI. Et donc, vous voyez que de la même façon, U bar, U complexifié, c'est R fois I complexifié. Il n'y a rien qui change. Donc, on a toujours U qui est proportionnel à I. Et le rapport de proportionnalité, par définition, c'est la résistance. Donc là, on a juste écrit des évidences. Mais maintenant, on va voir ce qui se passe pour un condensateur. Par exemple. Alors, je mets un petit Q là, un moins Q là, j'ai A ici, j'ai B là. J'ai le courant I qui arrive comme ça, j'ai la tension UAB au bord du condensateur, hein, U comme ça, donc c'est bien UAB dans ce sens-là. Hein. Alors si Q est là, le U, en l'occurrence, il se trouve que c'est Q sur C, qu'à cela ne tienne. Enfin non, pas qu'à cela ne tienne, donc U c'est Q sur C, c'est ça. Et I, c'est dQ sur dt, tel que c'est orienté ici. Donc dQ sur dt, c'est donc C fois du sur dt. Ok? Mais U, en fait, c'est un truc qui oscille à la pulsation oméga. Par conséquent, la dérivée de U par rapport au temps, bah, si on travaille avec U, bah, voilà, c'est la dérivée. Donc si c'était un cos, ça va devenir un sin, etc. Mais si on travaille en complexe, alors on va avoir I complexe qui va être égal à C d de U complexe sur dt. Et ça, dériver la grandeur complexe, c'est juste la multiplier par J oméga. Donc ça fait JC oméga U. Donc c'est vraiment, vraiment magique. Enfin, ça simplifie considérablement. Par conséquent, je peux écrire que U, aux bornes du condensateur, je vais noter UC, bon, vous avez compris, je suis dans la colonne condensateur. U, c'est donc 1 sur JC oméga I. Et donc, bah, c'est la même forme qu'une résistance en fait. Vous avez U qui est proportionnel au courant, en complexe. Et puis le facteur de proportionnalité, il est complexe. D'accord, mais formellement, tout se passe comme si on avait ici un composant, alors qu'en fait c'est un composant qui introduit une dérivation ou une intégrale, ça dépend de quel côté quelle variable on considère. D'un seul coup, c'est juste une relation purement linéaire, comme une résistance. Alors ce facteur-là, on l'appelle impédance. On pourrait l'appeler résistance complexe, on l'appelle impédance complexe. Des fois, on oublie de dire complexe, parce que ça tombe sous le sens, mais... Donc vous avez un comportement du condensateur en régime sinusoïdal à la pulsation oméga, qui est comme si c'était une résistance, avec pour valeur de la résistance 1 sur JC oméga. C'est-à-dire moins J sur C oméga. 1 sur J, c'est moins J, hein, puisque J carré vaut moins 1. Bon, 1 sur JC oméga. OK. Et maintenant la bobine, eh bien, soit une bobine d'inductance L, on va de A à B, avec un courant ici. Je m'intéresse aussi à la tension aux bornes de la bobine. Et je trouve que U, alors U de manière, avec la vraie grandeur physique U de T, comme nous le savons, c'est L dI de T sur dt. Mais si on passe en représentation complexe, on va avoir maintenant U bar, U complexe, qui vaut L d de I complexe sur dt. Mais dérivé par rapport au temps, c'est multiplié par J oméga. Et donc, U complexe égale JL oméga I complexe. Et à nouveau, vous avez ici un composant qui en fait se comporte comme une résistance si on n'était pas en complexe. Il y a U qui est proportionnel à I et le facteur de proportionnalité s'appelle à nouveau l'impédance complexe. Donc ce qu'on appelle impédance, c'est le facteur de proportionnalité entre U et I, c'est-à-dire c'est le même rôle qu'une résistance en représentation complexe.
Donc les trois composants, résistance, condensateur et bobine, obéissent tous les trois à une relation linéaire entre U et I, qui s'écrit de manière générale U égale Z I. Des fois on met aussi une barre en dessous du Z. Bien rappelé que c'est une impédance complète. Donc déjà il s'appelle Z, ça va peut-être aller. Voilà, donc ça s'appelle l'impédance. Ok, l'impédance complète. Ok, donc pour une résistance Z égale R, pour un condensateur Z égale 1 sur JC oméga, et pour une bobine, c'est-à-dire une inductance, Z égale JL oméga. Voilà. Si vous savez ça, vous savez tout. On va pouvoir faire des exos. C'est bon? Ça vous rappelle des choses quand même? Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est par exemple de regarder les limites quand oméga tend vers l'infini ou quand oméga tend vers 0. Et là, on va retrouver les comportements qu'on connaît. Si oméga tend vers 0, c'est-à-dire qu'on tend vers un régime continu, vous voyez que le condensateur a une résistance infinie, un module de la résistance qui est infini. Effectivement, il n'y a pas de courant qui passe. C'est comme si vous avez une résistance infinie, un fil ouvert. Donc à oméga petit, dans la limite du régime continu, on retrouve bien le comportement attendu pour le condensateur. De même pour la bobine, si on est en régime permanent, on ne fait pas varier l'intensité, U va être égal à 0, et c'est ce qu'on retrouve ici. Si oméga tend vers 0, c'est comme si c'était une résistance nulle. Inversement, si oméga est très très rapide, alors on a revu ce matin, la bobine ne peut pas suivre, ça équivaut à un fil ouvert, parce que le courant doit être continu. Si on le fait changer en permanence, il reste continu à 0. Donc ça équivaut à un circuit ouvert, donc impédance infinie si oméga est infini. Par contre, le condensateur, lui, à pulsation infinie, se comporte comme un fil, comme un court-circuit. Le courant passe sans aucun problème. Vous pouvez le remplacer par un fil, quoi. Résistance nulle. Ok? Parce que la charge sera toujours nulle, en fait, et donc la tension sera toujours nulle. Parce qu'à chaque fois que vous mettez une charge, vous la reprenez tout de suite après, donc ça n'a pas le temps de monter. Pour le courant, ce qui prend du temps, c'est de faire monter le courant. Pour le condensateur, ce qui prend du temps, c'est mettre des charges. Donc on retrouve tout ce qu'il faut, tout est très bien, c'est formidable, la vie est belle. Ok. Pas de questions? Eh bien, on va faire des sections. Allez. Alors, par contre, je ne sais pas lequel je voulais qu'on fasse. Allez, on va peut-être faire... On va faire un diagramme de Bode, mais ce serait de faire un petit peu de cours, donc je crois que vous avez envie de plutôt faire des exos, je le sens. Je le sens. Alors, exercice 10 peut-être, pour commencer. Allez, exercice 10. Go! Donc, je vais faire le dessin. Bon, il y a peut-être plus simple que ça pour commencer, mais c'est pas grave, on va... Ah! Ouais. Ça aurait été bien de parler de déphasage quand même. Je me demande s'il n'y en a pas un avant qui pourrait être fait un peu plus... Non, les autres, c'est pas des régimes sinusoïdaux. Ah, on va faire non. Non. Ouais, c'est pas les plus simples que je vous ai mis là. Peut-être. Écoutez, on va faire un exercice, je vous rassure, mais juste, je vais peut-être en inventer un là, parce que ça, c'est un peu... Non. Je sais pas ce qui vous fait rire.
Mais ça doit être très très drôle. Si, allez, l'exercice 10. Allez, on verra. Donc, le circuit est suivant. Une tension E qui va être sinusoïdale. Une bobine réelle, c'est-à-dire une inductance. Mais en vrai, on sait bien qu'il y a toujours une petite résistance associée à la... juste parce qu'il y a une grande longueur de fil, donc une bobine sans résistance du tout, c'est quand même très rare. Et puis, un condensateur réel, c'est-à-dire un condensateur avec quand même une petite résistance aussi. Alors, on suppose que apparemment c'est les mêmes valeurs. Ah non. Non, alors dans l'énoncé, on nous dit R1 et R2, et sur le schéma, il y a juste R, j'avais dû piquer le schéma quelque part, et puis j'ai eu la flemme de le refaire. C'est bon, donc L, R1, C, R2. Donc en principe, R1 et R2 sont petits. Hein. Idéalement, ils seraient nuls. Mais bon. Alors, un condensateur capacité, une bobine... ah oui, j'avais marqué, désolé pour le dessin très approximatif. Okay. Le générateur de tension est supposé parfait, c'est-à-dire sans résistance interne. Donc lui, on néglige la résistance, on pourrait la rajouter hein, si on veut. Je ne la mets pas pour l'instant. Et on dit que ça délivre une tension sinusoïdale, donc E de T, cette tension-là, ici, E de T, donc en fait ça c'est petit e, c'est E0 cos oméga T. Quand on prend la phase, peut-être qu'à l'instant T égale 0, la phase soit nulle. Et on nous demande une question très simple. À quelles conditions sur R1, R2, L et C existe-t-il une pulsation oméga pour laquelle le courant I est en phase avec la tension E? Donnez l'expression de oméga 0 en fonction des données du problème. Alors là, la question a l'air un peu abstraite, un peu obscure. Mais c'est lequel le courant I? C'est celui-là, quoi. Je ne sais pas si c'est représenté sur le dessin. Non, mais bon, c'est ça. Indiqué sur la figure? Ah bon, il n'y a rien indiqué sur la figure. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est ce courant I. Et déjà, si on écrivait le courant I, déjà, puis on verra bien. Hein, et puis après, on verra comment on peut court-circuiter en fait, ces calculs-là. Mais comme c'est le premier qu'on fait, allons-y. Que vaut I? Alors là, c'est magique. Si on ne passe pas en complexe, il faut écrire que E égale LDI sur dt plus R1I, plus, et là, il faut écrire, il y a un courant là, un courant là. Là, ça fait R2 celui-là, là, ça fait Q sur C d'ici, avec le Q qui est en fait le D de I sur dt, et puis ce I qui vient, c'est la somme des deux courants. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a autant d'équations que d'inconnues, il n'y a plus qu'à le faire, et puis voilà. Mais ça va prendre un peu de temps. On ne va pas le faire, mais vous voyez qu'on pourrait le faire, enfin, c'est pas compliqué. Ça prendrait juste du temps, et surtout, c'est pas la peine, parce qu'on va se mettre en complexe, vu que E oscille comme cos oméga t, on sait que tout là-dedans va osciller comme cos oméga t, le courant ici, la tension là, le courant là, la tension là, tout, absolument tout va osciller à oméga t. Donc on va passer en représentation complexe, on va écrire cette tension-là, on va écrire E bar, comme ça, qui n'est rien d'autre que E0, E puissance J oméga t. Et puis I, on va passer dans sa représentation complexe, qui va être l'amplitude de I, je ne sais pas comment l'écrire, I0, E puissance J oméga t, plus une certaine phase, qui est justement le déphasage entre le courant et la tension. Ce qui est sûr, c'est que I, ça va être de cette forme-là. La question, c'est, quel est le I0? Il y a un problème sur le... Il est flou, mais je ne comprends pas parce qu'il est branché. Ah, ça recommence. Il va y avoir plein de batteries. Non, mais c'est peut-être parce qu'il a... On va voir. Il a peut-être chopé un... Ça vient de se mettre, là? Je viens de voir. Il a peut-être chopé... Batterie faible? Oh. Il est